Le 20 août 1672, l'un des plus grands hommes d'État des Provinces-Unies, pays le plus libéral d'Europe, Johan de Witt et son frère furent lynchés par une foule furieuse, excitée par des opposants au régime républicain institué depuis l'indépendance du pays. Traînés dans la rue, Johan et Cornelis furent tués à coups de mousquet et de hallebarde. La populace mutila les cadavres, arracha les cœurs, vendit les membres aux enchères, se lava les mains dans le sang. Cette tragédie montre, je cite, que la multitude est terrible quand elle est sans crainte, car si les hommes vivent en société, ils sont plus souvent animés par la haine et le désir de vengeance que conduits par la raison. Prompts à se révolter, ils détruisent tout ce qui paraît faire obstacle à leur intérêt, souvent mal compris. Les institutions qui encadrent la vie sociale naissent de la nécessité de stabiliser, tant bien que mal, cette multitude en proie à des conflits incessants. Dans quelle mesure, 3 siècles et demi après, peut-on encore tirer la leçon de ces événements qui bouleversèrent Spinoza? S'agit-il d'une constante de l'histoire humaine depuis que les sociétés se sont organisées en États? Les sociétés civiles sont-elles toujours menacées de guerre civile par des intérêts contradictoires ligués contre le pouvoir d'État? Alors, parce que toute ressemblance avec notre actualité politique n'est pas fortuite, nous essaierons de répondre à cette question. Pour cela, nous analyserons les effets des vicissitudes historiques de l'âge classique sur les pensées politiques de philosophes comme Spinoza, Hobbes et Locke. Puis nous nous demanderons pourquoi les démocraties héritières des révolutions modernes continuent de nourrir des mouvements anti-étatiques. Et enfin, nous nous demanderons quel contenu donner au concept de société sans État. La foule est terrible quand elle est sans crainte, c'est ce que dit le philosophe, c'est la scène primitive du lynchage qui va infléchir ses convictions démocratiques. Car ce jour-là, Johan de Witt, le grand pensionnaire, était venu à la prison de La Haye pour voir son frère condamné arbitrairement pour un pseudo-complot contre le prince d'Orange, le futur Guillaume III. Aidé par la milice bourgeoise, la foule massée devant la prison s'en prit au de Witt, considéré comme traître, ennemi du prince d'Orange, responsable des malheurs du pays. On oublia le courage de Cornelis qui avait participé à la grande bataille de la Tamise contre les Anglais. On oublia aussi les mérites du grand serviteur de l'État qu'était Johan de Witt. Philosophe subversif, pour avoir publié le traité théologico-politique 2 ans avant, en 1670, livre qui remettait en question les préjugés des peuples et préconisait la liberté de philosopher, Spinoza succomba à l'indignation face à cette barbarie et prêt à placarder Ultimi Barbarorum, le dernier des barbares. Dans le traité théologico-politique de 1670, donc 2 ans avant, il affirmait que dans une libre république, il était vain de vouloir contrôler les opinions des citoyens, rarement inspirés par la raison, parce que l'intérêt commun des peuples et des dirigeants était de les respecter autant que possible. Je le cite, « Les fondements de la République, il suit avec la dernière évidence que sa fin ultime consiste non à dominer les hommes, à les contenir par la crainte, à les soumettre aux droits d'autrui, mais au contraire, à les libérer chacun de la crainte pour qu'ils vivent en sécurité autant que faire se peut, c'est-à-dire qu'ils préservent le mieux possible son droit naturel à exister et agir sans danger pour lui-même ni pour autrui. » Fin de citation. Dans le contrat social, Rousseau honore la République de Genève. Dans le traité théologico-politique, Spinoza salue les États de Hollande qui n'eurent jamais de roi. Il fait confiance au jugement du souverain, mais publie sous anonymat. Nul n'est dupe des limites des dites républiques à assurer la liberté et la paix, mais pour Spinoza, entre 2 mots, il faut choisir le moindre. Et mieux vaut une république dirigée par de grands bourgeois ouverts aux Lumières qu'une monarchie dominée par un militaire, Statuder, revanchard, allié à des idéologues religieux et rétrogrades, le parti gobariste. Ainsi, en 1670, le philosophe voit le plus grand danger pour l'État, non dans la révolte de la multitude, mais dans des gouvernements qui imposent des croyances religieuses. Or, dit-il, les hommes sont ainsi faits pour la plupart qu'ils ne supportent rien avec moins de patience que de voir tenus pour criminels les opinions qu'ils croient vraies. Cela les conduit à haïr les lois et à tout oser contre le magistrat. Fin de citation. Il reconnaît néanmoins que certains inconvénients peuvent naître d'une telle liberté, mais dit-il jamais une institution si sage qu'aucun inconvénient n'en ait pu naître. Alors, revenant à la question politique, mais après le lynchage, il commence un traité politique que la mort l'empêche d'achever, et cette fois la tonalité est différente. Je cite, « Puisque les hommes, comme nous l'avons dit, sont conduits plus par les affects que par la raison, il s'ensuit que la multitude s'accorde naturellement et veut être conduite comme par une seule âme, tous ensemble, sous la conduite non de la raison, mais de quelque affect commun, crainte commune, espoir commun,
ou impatience de venger quelques dommages subis en commun. Fin de citation. Et comme les hommes n'aiment rien moins que d'obéir, ils sont prompts à s'indigner des mesures prises par les autorités souveraines, le pouvoir d'État. Je cite, « S'il faut considérer qu'appartient le moins au droit de la cité, ce qui indigne le plus grand nombre, il est certain en effet que les hommes sont naturellement conduits à se liguer, soit en raison d'une espérance ou d'une crainte commune, soit dans l'impatience de venger quelques dommages subis en commun. Et puisque le droit de la cité se définit par la puissance commune de la multitude, il est certain que la puissance et le droit de la cité sont amoindris dans la mesure exacte où elle offre elle-même à un plus grand nombre de sujets des raisons de se liguer. La finalité de l'État dépend de celle de la société civile, qui n'est à l'évidence rien d'autre que la paix et la sécurité de la vie. Alors après la terrible expérience du lynchage, l'accent est mis sur la sécurité, bien que le philosophe garde sa préférence pour le modèle républicain et démocratique et continue à défendre le principe d'un gouvernement qui ne traite pas le pape comme du bétail, mais comme des êtres humains. Alors à ce stade, il est nécessaire de préciser les concepts de la théorie politique classique. L'État, imperium, c'est la société civile organisée par des règles communes ou institutions, dans un territoire délimité. La société civile, civilis, est composée des citoyens, cives, les membres de l'État. La cité, civitas, c'est le corps entier de l'État et des citoyens et du pouvoir souverain ou appareil d'État déterminé par les institutions, aujourd'hui la Constitution. Le souverain, summarum potestas, ou pouvoir d'État, c'est évidemment là que se jouent les rapports de force entre citoyens et pouvoir politique. Dans la théorie classique, la société civile engendre trois types de régimes, monarchiques, aristocratiques ou démocratiques. Les citoyens, cives, bénéficient des droits civils inscrits dans les institutions, à la différence des étrangers résidents. Ils sont actifs quand ils participent, d'une manière ou d'une autre, au pouvoir souverain et passifs en tant que sujets, soumis aux lois. La République, res publica, les affaires communes de l'État, l'intérêt commun de la société, si ça existe, qu'il appartient au pouvoir politique de gérer au mieux, quel que soit le régime. Le bon gouvernement doit être républicain. Et enfin, multitude, peuple, ou foule, plèbe, populace, vulgus. Alors, étant donné ces définitions, on peut se demander, mais comment est-il possible de penser la société contre l'État? Ah, mais démocratie, État de droit, révolution, ça doit être resitué dans le contexte historique. Alors, je prends un roman, un récit du 14 juillet par Éric Vuillard. Je lis ce récit. Vers 10 heures, le gouverneur ouvre les grilles, sans doute pour causer, mais on ne tient pas une foule en laisse. Une foule ne parlemente pas, ne discute pas, n'aime pas attendre. Les jeunes se bousculent, ceux qui sont à l'arrière ne voient rien et poussent en riant « Allez, allez !» L'instant arrive, laconique, les gongs se tordent, la foule braille, les paroles de Sombreuil se perdent dans les pavés et personne n'entend ce qu'il dit. Tout le monde s'en fout. Les gardes ne peuvent plus tenir. Le nombre tranche. Sombreuil s'écarte et l'humanité entre. Tous les âges, tous les sexes, tous les métiers, toutes les gueules possibles. Vieux bonnet, mec calleuse, loufoque, marouf, papillon de nuit, bourgeois, cuité, lavette, rogné, tous enfoncent les grilles, déplombent les arches tutélaires et riant, hurlant, inondent la grande cour. Là, on s'arrête un instant, éberlué. C'est beau, les invalides. Bon, c'est pas le Capitole. Éric Vuillard décrit la journée révolutionnaire, tournant l'histoire de France. L'ancien régime bascule, la monarchie n'est plus absolue, le pape se ligue contre le pouvoir et doit s'armer en allant forcer les portes des Invalides où se trouvent des armes pour prendre la Bastille. Le rapport de force est montré dans sa pure nécessité. Qu'est-ce que le peuple en armes? Est-ce que c'est la populace déchaînée ou le vrai dépositeur de la souveraineté? Alors depuis Baudin et les 6 livres de la République, le principe de souveraineté garantit la légitimité du pouvoir d'État, c'est-à-dire que ce pouvoir, monarque ou assemblée, est loin d'être livré à l'arbitraire des dirigeants politiques. De Hobbes à Rousseau, les théoriciens du contrat postulent qu'une population ne peut renoncer volontairement à sa liberté naturelle sans recevoir en contrepartie l'assurance d'une protection et d'un exercice du pouvoir équitable. Il n'y a donc aucune commune mesure entre le caractère absolu du pouvoir d'État chez Hobbes ou Rousseau et ce qu'on nomma plus tard État totalitaire, car pour ces philosophes contractualistes, le souverain n'a de légitimité que tant qu'il défend le bien commun de la nation, Commonwealth, République. Alors la différence de régime, monarchique chez Hobbes, démocratique chez Rousseau, reste secondaire en ce sens que le pouvoir du souverain demeure absolu, certes, mais le citoyen n'est jamais réduit à la servitude, du moins tant que le régime ne dégénère pas.
Mais fondées sur l'idéal d'un citoyen guidé par sa raison, les théories contractualistes ignorent la réalité des comportements humains, très éloignés d'un calcul rationnel des intérêts individuels et collectifs. Alors selon Spinoza, qui se distingue explicitement de Hobbes sur cette question, jamais les hommes n'abandonnent leurs droits naturels, leur capacité à défendre leur vie et leurs croyances. Mais ce constat suffit-il à justifier les insurrections contre la souveraine puissance? A-t-on toujours raison de se révolter, comme disait Mao? Si l'on raisonne d'après le rapport des forces, la problématique change. Il ne s'agit plus de concevoir a priori des systèmes politiques, mais de s'appuyer sur les différentes expériences qui enseignent comment se comportent les peuples, la multitude, face à un pouvoir d'État qui bafoue leurs intérêts et leurs croyances. Tant que les séditions sont limitées à un petit groupe minoritaire qui défie les autorités, le droit institutionnel de réprimer et de punir s'applique, car la puissance de la société civile représentée par ses gouvernants reste supérieure à celle des opposants. Mais dès que le rapport de force s'inverse, parce que les tenants du pouvoir ont dépassé les bornes de ce qu'un peuple peut supporter, la révolte se transforme en révolution. Autrement dit, lorsque le pacte républicain est rompu par un gouvernement autoritaire, la résistance à l'oppression reprend son droit. Et tous ces philosophes le reconnaissent, plus ou moins ostensiblement, car ils adhèrent à la maxime « Salus populi suprema lex ». Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Alors, quoi qu'il insiste sur la puissance illimitée du souverain, même Hobbes doit concéder, dans une note du Léviathan, que tout individu engagé par le pacte reste libre de résister à des actions du souverain qui porteraient atteinte à sa vie ou à ses biens. Même si en droit c'est illégal, en fait il résistera s'il en a les moyens, car, dit-il, la convention d'institution civile à laquelle il a pris part avait justement pour but de conserver sa vie. Fin de citation. Dans le traité politique, Spinoza considère que l'indignation populaire peut être causée par des abus de pouvoir des dirigeants politiques. Les hommes ne perdent pas leur nature humaine en devenant citoyens. Donc, si on leur demande de considérer comme honorable ce qui provoque le rire ou le dégoût, comme de voir les détenteurs de la souveraineté, je cite, courir les rues ivres ou nus avec des prostituées, se comporter en histrions, violer ou mépriser ouvertement les lois instituées par eux-mêmes. Enfin, assassiner les sujets, les spolier, enlever les jeunes filles et autres choses semblables, fin de citation, ils ne craindront plus rien et la société civile se changera en société hostile. Bon, c'est Locke qui inspira les pères fondateurs de la Constitution américaine, qui a le mérite d'avoir lourdement souligné la responsabilité d'un mauvais pouvoir souverain et d'avoir clairement formulé à maintes reprises, dans son deuxième traité du gouvernement civil de 1690, le droit de résistance à l'oppression qui sera ensuite inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Je cite, « Dans une société politique organisée, le peuple reste investi du pouvoir suprême de destituer la législature ou de la modifier s'il constate qu'elle agit au mépris de la mission dont il l'avait chargée. » Fin de citation. Alors cette conception libérale du pouvoir politique repose sur la division et l'équilibre des pouvoirs en donnant la priorité au législatif, et Locke prévoit qu'en cas d'abus de la force par l'exécutif, je cite, « le peuple dont la sûreté et le salut sont en jeu peut légitimement le repousser par la force. » Fin de citation. Ainsi, quand les rébellions sont la conséquence du mauvais gouvernement, elles sont inévitables. Locke tire les leçons des révolutions anglaises, 1649, Cromwell, bon ça c'est pas bon, 1688, la grande révolution anglaise, mais les révoltes ne relèvent pas toujours du mauvais gouvernement. Elles peuvent être attisées par des forces politiques hostiles à la République. Conclusion. Non, la révolte n'est pas toujours justifiée. Mao se trompait. Bon, il serait sans doute difficile aux Chinois actuels de suivre son enseignement sous le gouvernement de Xi Jinping. Alors aujourd'hui, actuellement, on a État-nation et société complexe. Ce sont les sociétés italiennes, les cités italiennes indépendantes de la Renaissance qui sont les premières formes d'État-nation. En historien et acteur politique florentin, Machiavel, que Spinoza saluait au passage, analyse les conditions nécessaires à l'équilibre des forces sociales pour un gouvernement efficace, et toutes les révolutions qui vont bouleverser l'ordre établi de l'Ancien Régime en Europe verront l'alliance des chefs politiques engagés dans la conquête du pouvoir et des peuples devenus plus conscients de leurs besoins de justice et de liberté. Mais si la condition des sociétés réorganisées par des constitutions qui énoncent de nouveaux droits fut améliorée, les inégalités sociales et la domination de classe et nantis s'imposèrent. Et comme le dit Lampedusa dans son roman Le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Alors que faire? Pour établir une société civile libérée des pouvoirs de domination, faut-il supprimer les pouvoirs politiques séparés? Plus de gouvernement, plus de tout ça, chantent les anarchistes. La fin de l'État est-elle souhaitable? Mais que peut être une société sans État? Alors, le modèle qui s'impose, c'est pas d'abord le modèle anarchiste, c'est le modèle libertarien comme antidote.
La question se pose de façon nouvelle après les totalitarismes du XXe siècle et l'évolution inquiétante des démocraties libérales. La faute en revient-elle au principe de démocratie représentative, ou l'expérience douloureuse de l'histoire mondialisée ne conduit-elle pas à douter fortement de la possibilité d'administrer et de gouverner une société de façon équitable? Nombre de penseurs politiques contemporains ne sont-ils pas tentés de reprendre à leur compte les analyses d'un Carl Schmitt pour qui tout système social est un champ de bataille? Alors contre les libéraux, issus des Lumières, fauteurs de troubles, incapables d'empêcher la guerre civile, ce théoricien ne voyait que l'État fort, Dieu mortel du Léviathan. Pour lui, la guerre civile, c'est l'horreur, l'ennemi est intérieur et plus dangereux que tout, et ce qui, selon lui, autorise le pouvoir exécutif à décréter l'état d'exception sans contrôle juridique. L'état de droit n'est qu'un aveu de faiblesse, signe d'une insidieuse domination étrangère. Pour un antisémite proche des nazis, il voit la mainmise des juifs. Comment sortir de là? La solution de l'État fort conduit souvent à relancer une politique extérieure guerrière, mais le moment destructeur de la guerre ouverte ne peut être indéfiniment poursuivi. Les chantres de la liberté sans normes arrivent alors pour proposer leur modèle libertarien. L'État n'est pas la solution, c'est le problème. Toujours moins d'État, c'est le credo des libertariens. Les deux pôles extrêmes, État fort et libertarianisme, se rejoignent pour proclamer la guerre ouverte entre la société et l'État. À ceci près qu'ils n'entendent pas ces termes tout à fait de la même façon. Les libertariens, un mouvement né aux États-Unis, qui ne voit dans la société qu'une somme d'individus sans autre mobile que leur intérêt particulier, la défense de la propriété privée. La liberté individuelle comprise comme ça implique à vouloir se débarrasser de toute norme de la vie économique et à déréguler le capitalisme. Poussée à l'extrême, cette posture anarcho-capitaliste est assez bien représentée par un Elon Musk, et Javier Milei fait bien la synthèse de l'État fort et du libertarianisme. La pensée libérale est aussi représentée par Ayn Rand, mais j'ai pas le temps de développer cet aspect-là. En tout cas, toutes les politiques conservatrices se sont mises sur ce créneau, et vraiment le tableau est tellement désespérant qu'on se dit retourner aux sociétés gentilistes, à celles décrites par Pierre Clastres, la société contre l'État, où il montre que l'État n'est pas la finalité de la société. Après avoir étudié sans ethnocentrisme différentes tribus d'Amérique du Sud, il affirme que l'État n'est en réalité qu'une forme spécifique de pouvoir, et je cite, « L'histoire des peuples qui ont une histoire est, dit-on, l'histoire de lutte de classe. L'histoire des peuples sans histoire, c'est, dira-t-on avec autant de vérité au moins, l'histoire de leur lutte contre l'État. » Alors comment elles ont fait, ces sociétés? Elles ont empêché la population de se développer et elles ont prévenu l'apparition de chefs dotés de pouvoir. Nous, on vit dans des sociétés gigantesques avec un pouvoir d'État qui est installé depuis des siècles. Conclusion. Communisme ou anarchisme, l'extinction de l'État est-elle un programme politique? Alors, Marx ou Bakounine? Pour l'anarchiste, la société ne peut se libérer de la domination que par une forme d'auto-organisation horizontale, locale, qui implique la destruction de l'État, ses appareils administratifs et verticaux, etc. Bref. Nombre de marxistes pensent que Marx opposait la société à l'État et qu'il envisageait une société sans classe, communisme, par l'extinction de l'État. Alors pourquoi était-il en désaccord avec Bakounine dans l'Internationale? Alors, il est difficile de considérer la conception de Marx, qui ne fut jamais marxiste, sans la mesurer à l'aune des systèmes historiquement advenus sous la bannière de communisme dans des États autoritaires comme la Russie ou la Chine, qui semblent donner raison aux critiques anarchistes contre la centralisation et la délégation de pouvoir. Marx a beaucoup évolué, mais il a toujours modulé ses concepts au fil des événements historiques, coup d'État de Bonaparte, Commune de Paris. Contre l'idéalisme hegelien, il a considéré, je cite, les rapports juridiques et la forme de l'État ne peuvent plus être compris ni par eux-mêmes, ni par la prétendue évolution générale de l'esprit humain. Ils prennent leurs racines dans les conditions d'existence matérielle dans la société civile, et l'anatomie de la société civile doit être cherchée à son tour dans l'économie politique. Fin de citation. Les sociétés capitalistes sont traversées par des contradictions de la propriété privée qui impliquent des inégalités, mais dans les démocraties libérales républicaines, qui ne sont pas quand même les mêmes choses que les États autoritaires, les citoyens s'élèvent à une conscience politique générale, dit Marx, c'est-à-dire qu'ils peuvent formuler la revendication d'une vraie démocratie où la souveraineté du peuple serait effective. La conquête du pouvoir politique passe par une appropriation des formes étatiques transformées en socialisme ou république sociale. Oui, mais comment empêcher la dégénérescence en système totalitaire? C'est la question. Je vous remercie.